Merci beaucoup, Nicolas, pour être avec nous aujourd'hui en direct et répondre aux questions. Nous avons des spectateurs qui ont vu ces présentations et nous les invitons à déposer leurs questions dans la section de questions-réponses de cette interface. Derrière l'écran, mon collègue Michael Thompson les synthétise et donc va les mettre dans la conversation. Donc, parmi ces questions, et nous en avons quelques-unes sous la manche, donc nous allons en formuler quelques-unes. Donc, il y a une question. Pour commencer, donc, y a-t-il quelques exemples de politiques, de mesures politiques qui ont réussi à favoriser l'assimilation de l'EDC? Et donc, est-ce que vous pourriez les mettre dans le contexte politique de l'Union européenne, de la Chine ou d'autres pays qui prônent le zéro net? Et donc, y a-t-il de bons exemples dans ce contexte? Merci Kai et merci aux participants qui nous suivent. Oui, dans notre article, nous avons examiné les politiques qui sont mises en œuvre pour soutenir le décès et le panorama n'est pas très enthousiasmant. Il y a du travail de recherche qui a été fait et des budgets alloués en la matière. Il y a également de l'argent privé qui supporte des startups ou des nouvelles technologies et des efforts ont été déployés dans les options de foresterie, par exemple pour réduire le déboisement ou pour augmenter le reboisement ou le boisement. Et comme nous avons vu dans les présentations, il y a des difficultés en raison du contexte, en raison de la permanence, car l'élimination peut être en quelque sorte inversée et donc se transformer à son tour en une émission. Donc vraiment les politiques réelles qui pourraient supporter le décès à grande échelle eh bien ne sont actuellement sont inexistantes pour le moment. Aux États-Unis, il y a un petit peu de crédit d'impôt, plus la norme californienne sur les combustibles. Et si on les regroupe, on obtient le $200 par tonne comme mécanisme de support. Et c'est le plus grand mécanisme de support public. Donc ça, c'est aux États-Unis et je ne suis pas très sûre que ce soit déjà utilisé. En ce qui concerne l'Union européenne, il y a également une somme d'argent pour l'élimination du CO2 qui vient du système d'échange des émissions et donc cela génère de l'argent dont une partie est réservée pour l'élimination du CO2, mais malheureusement ça ne s'est pas véritablement concrétisé, donc l'argent n'a pas été dépensé. Donc, je pense que nous attendons encore des politiques qui permettent l'élimination du CO2. Il y a une autre question qui a trait à la compréhension des relations. Donc, quelles sont les interactions entre le besoin de fixer des objectifs distincts pour les éliminations et pour la réduction des émissions et le processus de favoriser son application à grande échelle? Je crois que c'est un point très important de nos présentations précédentes, c'est-à-dire de séparer les deux différents objectifs, un pour les émissions qui visent le zéro et donc un autre pour les réductions. Et je crois que si on n'a pas cette distinction des objectifs, c'est toujours flou, car on ne sait pas vraiment ce qui est supporté d'un côté et ce que l'on expecte de l'une ou de l'autre de ces mesures. L'Union européenne est un exemple intéressant, car maintenant, il y a une nouvelle proposition. Dans le passé, il y avait un objectif de réduction des gaz à effet de serre en 2030, mais qui ne portait que sur les émissions et les limitations étaient à part. Maintenant, la nouvelle proposition propose de porter l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 de 40% à 55%. Et donc, c'est une très bonne étape, c'est plus ambitieux, mais ils ont changé la définition. Maintenant, ils incluent la foresterie. Et ceci s'accompagne d'incertitudes, car ça veut dire que si rien ne se passe, l'objectif pourrait être 2,5 points de pourcentage plus faible que sans inclure la foresterie, car les forêts poussent. Et donc, vous voyez que il y a donc des difficultés
et qui devraient être incluses, et donc des incertitudes sur le sens réel de l'objectif, et ce n'est pas une bonne chose car cela veut dire que les autres émissions devraient être moins réduites et c'est pas quelque chose que nous voulons. Nous avons une question sur technologique. Dans votre présentation, vous avez dit que le biochar n'assure pas une grande permanence et cela semble s'écarter de ce que prétendent les professionnels de biochar d'une séquestration qui durerait des siècles ou des millénaires. Donc, quelles seraient vos conclusions en la matière? Oui, je crois que dans notre rapport, nous avons donné des ordres de grandeur et nous voulions différencier le biochar des sols et de la forêt également. Nous reconnaissons que le biochar a un plus grand stockage, un mécanisme de stockage que dans les sols. Donc, si vous avez des sols et que vous prenez le CO2, vous pouvez juste labourer et alors vous perdez beaucoup de contenu en carbone. Ça n'arrive pas avec le biochar, qui est beaucoup plus permanent, mais qui peut quand même être à nouveau libéré. Et c'est à nouveau un grand problème. Ça veut dire qu'il doit rester séquestré plus longtemps que le CO2 ne le serait dans l'atmosphère. Et si on compense avec une émission, cela cause problème, car il n'y a pas de permanence. Et donc, il faut être prudent. Il y a une question qui rebondit sur cela, sur la question de la permanence. Il y a des systèmes de compensation et d'échange qui ont accepté des crédits et des compensations basées sur des activités de séquestration d'origine biologique, comme le boisement et le reboisement. Donc, qu'est-ce qui a été fait pour traiter cette question de la permanence et la question des fuites, hein, qui est un déplacement transfrontalier ou un déplacement des activités qu'il était existentiellement possible d'avoir pour éviter la déforestation? Quels sont les exemples sur la façon de traiter la non-permanence potentielle dans des contextes de compensation? Oui, il y a des exemples et une façon facile, c'est une sorte de ristourne, c'est-à-dire que vous stockez un certain nombre de tonnes, mais vous ne créditez pas le même nombre de tonnes. Et donc, il y a un risque que cela soit inversé. Donc, vous avez simplement la moitié des tonnes comme crédit et vous compensez simplement la moitié. C'est possible, mais on dirait que c'est à moitié bien, car soit il n'y a pas d'inversion de la forêt, soit il y en a une qui est complète, et donc vous n'enlevez que 50% des risques. Et donc, ça ne fonctionne pas véritablement. Dans le mécanisme de développement propre, il y a une nouvelle idée d'avoir simplement des crédits temporaires que vous devez compenser, mais pour simplement une certaine période, après laquelle vous devez les renouveler. Donc c'est en fait simplement un délai pour les émissions. Mais cette règle était si compliquée qu'elle n'a pas été utilisée. Donc vraiment ça ne fonctionne pas. Ça existe, mais ça ne fait pas véritablement l'affaire. Ceci nous conduit à la question suivante, car dans ces systèmes de compensation, il y a un moteur pour toute personne qui fait les activités d'élimination afin de compenser une autre application qui serait coûteuse si elle n'était pas appliquée. Et cela peut bien sûr nuire à la réputation. Mais donc, si nous parlons maintenant de la prochaine partie de notre siècle où cette logique ne fonctionnera plus, donc la question c'est de comment le secteur financier peut être orienté et incité à vraiment soutenir des activités d'élimination sans tirer le bénéfice de ne pas réduire les émissions, car il va falloir que les éliminations soient beaucoup plus importantes pour se débarrasser des émissions qui restent. Donc, quelles seraient ces incitations à votre avis?
Oui, c'est la question principale que nous abordons dans l'article, car si nous disons que la compensation n'est pas le meilleur mécanisme d'incitation, mais que nous avons quand même besoin à long terme, alors nous avons besoin d'un nouveau mécanisme d'incitation. Et ça ne va pas se faire simplement par un coup de baguette magique. Les éliminations à grande échelle ne vont pas se faire parce qu'elles entraînent des bénéfices. Il peut y avoir des bénéfices, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il faut un soutien politique pour ces éliminations à grande échelle. Et donc, il y a un besoin qu'il y ait ces incitations, car autrement, cela ne sera pas concret. Donc, les gouvernements fixent des objectifs différents et demandent ensuite aux entreprises ou à d'autres acteurs de mettre en œuvre ces éliminations. Mais il faut vraiment que ce soit un mécanisme qui est provoqué par les gouvernements. Et donc, un gouvernement pourrait, par exemple, dire, voilà, nous avons une somme d'argent qui est allouée et nous allons payer ceux qui peuvent faire cette élimination permanente dans la mesure du possible. Et donc, le gouvernement peut aussi transférer cette obligation directement sur des entreprises et dire qu'une entreprise doit faire le plus d'élimination possible et donc de le faire eux-mêmes ou d'avoir recours à des prestataires de services. Donc je crois que c'est un grand progrès qui peut être fait dans ce sens. Vous avez parlé des conditions préalables comme le besoin de politiques de gouvernement qui soient mises en place, et ceci est concret. Donc, d'une certaine façon, cette logique est valable pour la réduction des émissions, car il s'agit là de fournir un bien public et de faire face à des défis. Donc, sur la base de votre expérience et du besoin d'avoir ces éliminations à grande échelle dans 25 ans, disons, donc que va-t-il en être? Est-ce que je peux un petit peu vous pousser à répondre à ceci? Oui, je crois que c'est une différence fondamentale. Les énergies renouvelables, par exemple, au début étaient chères. Il fallait partager les efforts pour avoir un bien public. Et ce n'est plus le cas pour les énergies renouvelables, qui sont désormais meilleur marché que les combustibles fossiles et qui ont des avantages comme sur la pollution de l'air, qui créent des emplois, qui ont des avantages pour la sécurité énergétique. Donc, et elles vont simplement être utilisées, qu'elles vont être meilleures que les énergies fossiles. Et le gouvernement, la transition sera faite. Mais pour les éliminations, on ne voit pas ces avantages. On ne voit pas une situation qui arriverait comme ça par un coup de baguette magique. Donc, il y a simplement des avantages au niveau international et pas locaux. En ce qui concerne la technologie, il n'y a pas de bénéfice, donc c'est pourquoi il faut soutenir ces mécanismes pour arriver à ce point. Merci. Je voulais dire que ces questions proviennent de la précédente session de questions-réponses. Donc nous les traitons, nous les synthétisons pour pouvoir les traiter avec nos experts ici dans ce webinaire. Donc continuez à les envoyer. Si vous ne trouvez pas la boîte de questions-réponses dans l'interface, mettez-la dans le chat. Et donc nous les trouverons là. Il y a une question qui concerne la formation pour nos experts. Donc, les présentations sont disponibles sur notre site web pour notre sujet. Vous pouvez les télécharger. Nous allons faire en sorte de mettre des diapositives à la fin de notre session de questions-réponses. Mais si vous ne les voyez pas, n'hésitez pas à aller sur notre site web. Vous pouvez télécharger les présentations de Louise et de Nicolas et donc leur poser directement vos questions. Vous avez mentionné les caractéristiques principales de la différenciation, de la réduction des émissions et de l'EDC. Donc, s'il y a toujours le besoin de supporter l'EDC, quelles sont les autres façons de le faire à l'avenir?
Oui, c'est la question principale que nous avons traitée à plusieurs reprises. Je crois que une bonne façon pour les entreprises de faire cela est de réserver de l'argent dans ce sens. Et on ne sait pas comment le faire et prétendre des réductions par tonne est compliqué. Donc, les entreprises mettent simplement de l'argent de côté pour faire ceci. Parfois, elles supportent une start-up ou elles supportent d'autres mécanismes afin que ce soit testé et pour que ce soit un pas fait en avant. Donc, je crois que c'est une bonne façon pour les entreprises d'apporter une contribution à ceci. Et elles ne devraient pas prétendre qu'elles sont neutres en carbone et désavantager l'une ou l'autre méthode, mais je crois que c'est une grande contribution qu'elles peuvent faire dans ce sens sur le long terme. Et quant au gouvernement, comme je le disais, ils doivent mettre des obligations en place pour faire ceci. Autrement, je pense que cela ne va pas marcher. Oui, donc ça nous conduit à la prochaine question sur l'idée de contribution, des demandes de contribution pour les éliminations. Donc, comment seraient les négociations dans le secteur public et privé? Avez-vous des exemples concrets? Oui. Je prends l'exemple de l'Union européenne qui avait auparavant deux objectifs séparés. Donc d'abord un objectif qui visait à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici à 2030 et qui excluait les éliminations. Donc c'était très clair. Mais maintenant, ils incluent les éliminations et donc veulent réduire de 40 à 55%. Ce qui complique les choses. J'aurais espéré qu'ils disent, par exemple, nous fixons le chiffre de 55, 55, 54, 53, ou même 60, 65 pour mettre tous les numéros sur la table. Donc, cela aurait été pour les émissions des réductions de gaz à effet de serre, mais par ailleurs, il fallait éliminer tant de tonnes de CO2. Et donc, la négociation aurait été beaucoup plus claire. Et c'est la même chose pour l'objectif de zéro net. L'Union européenne a dit qu'il voulait arriver à la neutralité climat d'ici à 2050. Donc, pour que les émissions qui sont encore là soient compensées par les éliminations. Et donc, le document de base inclut l'élimination avec les forêts et d'autres technologies. Et donc, l'UE pourrait avoir dit, nous visons d'avoir le moins d'impact possible sur le climat, et nous allons descendre en dessous donc des 5% des émissions par rapport au niveau actuel d'ici à 2050, et nous allons éliminer tant de tonnes et donc d'offrir un service particulier pour ceci. Donc ça, ce serait leur contribution. Et donc l'idée, ce serait de ne pas prétendre d'être neutre, d'avoir la neutralité climatique, car ils ne le sont pas, mais de réduire le plus possible qu'on le peut dans tous ces temps. D'accord, il nous reste 10 minutes, donc j'ai encore une question qui va être un petit peu plus longue à formuler. Êtes-vous d'accord que garder l'objectif des réductions des émissions que nous avons actuellement pourrait encore étayer l'élimination du CO2 à grande échelle? La logique qui est derrière la création d'objectifs séparés pour l'élimination des émissions est comprise, mais ne pourrait ne pas être réaliste pour les gouvernements. Et donc de pousser les entreprises à acheter des éliminations, développe le marché et ceci fait descendre les coûts. C'est en quelque sorte comme cela s'est passé pour les énergies renouvelables. Donc, dans le cas d'objectifs séparés, comment pourrait-on définir ou trouver une place pour comparer ces activités avec la réduction des émissions? Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, il me semble que c'est toujours une bonne chose de permettre aux entreprises d'acheter ces crédits, car cela fait bouger les lignes. Mais par exemple, si une entreprise choisit l'option la moins chère, c'est probablement pas très bien, c'est plus contre-productif qu'autre chose. Mais si elle mise sur des technologies plutôt chères ou nouvelles et qui ont des perspectives d'avenir, là, je crois que c'est une bonne chose. Et donc,
Quant au fait qu'il ne serait pas réaliste d'avoir des objectifs séparés, ben je ne suis pas d'accord, car tous les pays se fixent désormais des objectifs d'émissions zéro net, et donc ils ne vont être crédibles que s'ils n'élaborent des plans et des programmes qui leur permettent de remplir ces objectifs de zéro net, et ces plans incluent la réduction des émissions et les éliminations. Donc dans ce cas-là, on a les deux choses. Donc pourquoi pas ne pas faire deux objectifs différents? Moi, je pense que cela fonctionnerait. Ça me fait rebondir sur une question, pardon si elle n'est pas très éclairée, mais donc l'élimination du CO2 peut être utilisée en gros pour deux choses, donc soit faciliter la transition vers des activités de décarbonation, c'est-à-dire de permettre une certaine période pendant laquelle on peut les utiliser pour compenser des émissions qui autrement devraient être éliminées. Et également, sur la base de l'environnement technologique dont on dispose actuellement, eh bien, un certain montant d'émissions pourrait rester d'ici la fin du siècle, à laquelle on doit atteindre le zéro. Donc, ce serait peut-être pas possible de le faire, même en déployant des mesures. Donc, il y a une sorte de compétition entre notre capacité générale à éliminer à grande échelle, soit avec des solutions fondées sur la nature ou avec des technologies. Donc, une compétition entre apporter cette facilité et aller dans le sens de l'élimination nette des émissions résiduelles d'ici à la fin du siècle. Donc je pense que ce sont des choses que les politiques doivent prendre en compte pour formuler leur politique, soit pour créer une sorte de pénurie ou pour utiliser ces compensations. Voilà. Donc quelle est votre opinion sur ce sujet? Oui, je suis d'accord. Et combiner les différents éléments est une bonne chose, car on peut alors appliquer des coûts réduits. Donc, si on a l'objectif de zéro émission et que peut penser qu'ensuite le système va trouver le coût minimal pour l'atteindre, que ce soit les réductions ou les éliminations, l'option la plus économique aujourd'hui ou demain, et donc on aurait un objectif combiné qui permettrait d'avoir les coûts réduits. C'est la théorie, mais elle pourrait ne pas être mise en pratique car les horizons temporels sont différents et donc on ne pense pas vraiment aux investissements à long terme et les décisions sont prises aujourd'hui et ne prennent pas en considération le reste du siècle. Et donc c'est pourquoi je traiterai plutôt ceci à part. Et puis il y a la question des objectifs différents. Donc, savoir combien de réduction d'émissions il faut faire, combien d'éliminations. Et je suis d'accord, c'est très difficile de décider de ceci et il faut trouver des façons intelligentes de le faire. Et également la question de savoir vers quoi on va déployer le plus d'efforts sur des technologies de réduction ou d'élimination. Donc ce sont des questions importantes auxquelles il n'y a pas encore de réponse très claire. Et donc je pense que de partir du principe que cela va arriver simplement par une approche de réduction des coûts ne fonctionne pas. Merci, c'est une bonne façon de conclure et ça nous renvoie à la gouvernance qui est le procédé de comprendre les décisions et d'avoir un débat sur ce qui est acceptable. C'est-à-dire qu'une approche une option moins chère peut ne pas être acceptable socialement. Prenons l'énergie nucléaire qui réduit les émissions, qui est efficace mais qui pose de grands défis en termes d'implémentation et de l'image qui est derrière moi, c'est-à-dire de savoir si on choisit des solutions fondées sur la nature ou des technologies. Donc il n'y a pas également de capacité d'englober cela dans l'analyse des coûts les moins élevés et donc il faut beaucoup de gouvernance qui a un grand nombre d'éléments. Donc j'espère que nous avons pu contribuer à tout ceci. Nicolas, avez-vous un dernier sage conseil à donner? Vous avez 1 minute si vous voulez dire quelque chose. Ça a été un plaisir, merci, et j'espère que nous avons apporté quelques pistes pour la réflexion et que nous avons dit clairement qu'il reste encore beaucoup à faire et que donc il faut réfléchir intelligemment sur la façon de supporter l'ODC et qu'il ne faut certainement pas dévier l'attention de ce qu'il faut véritablement faire, c'est-à-dire de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc
Voilà. Merci beaucoup. Je veux demander à ma collègue Ali Hassan, qui est derrière l'écran, de bien vouloir partager son écran pour que l'on puisse voir les coordonnées. Voilà. Autrement, vous pouvez trouver cette information sur notre site web ou sur la présentation PowerPoint. Merci Nix pour votre participation, tous nos vœux de prompt rétablissement à Louise, et nous espérons vous voir tous les deux dans la 3e session. Et donc, merci beaucoup et à bientôt. Merci, au revoir.